Amis du café, amis de la police, amis de la politique, bienvenue au poste. Il est 9h. Host politique ne nous raide pas. Il a décidé d'aller voir Jean Messier. Eh bien, grand bien lui fasse. bonjour aux Lyonnais s'ils nous écoutent. Et bonjour aux quelques personnes qui étaient excellent. Non, les micros c'est pas bon fort. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui viennent d'Os Politique, bienvenue à ceux qui viennent de leur lit, bienvenue à ceux qui sont déjà au boulot. Ce soir, putain, je vous le dis, je suis mort. Aujourd'hui, amis de la police et du café, on va recevoir, si tout va bien, Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, c'est donc la candidate écoféministe radicale des Verts à la primaire qui démarre. Attendez, je vais mettre un peu de musique. Primaire qui démarre demain. Et donc en fait, Sandrine Rousseau ne pouvait pas venir demain ou après-demain parce que c'est le vote. Donc le seul moment qui est resté, c'était aujourd'hui, c'était ce matin. Sandrine, merci d'être dans l'émission la plus punk du PAF. Donc ça commence, vous voyez, très très bien, puisqu'il y avait des problèmes techniques. Vous ne prenez aucun risque, c'est-à-dire que vous prenez tous les risques. Je me demande ce que vous venez faire dans cette émission. Imaginez une phrase. Alors j'ai prévu qu'on parle pas des petites phrases et des trucs et des machins, mais ce que je me dis, c'est que malgré tout, comment on fait quand on est candidate sous surveillance comme ça, pour tenir psychologiquement en se disant il faut pas que je dise une connerie, je vais dans un gros machin ou un petit machin, tout peut devenir inflammable. Comment on fait psychologiquement, quoi? En fait, je continue à être ce que je suis. Et par ailleurs, si on regarde les petites phrases, quand même, finalement, il n'y a pas eu grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a eu cette histoire autour de Jean-Pierre et de Jean-Paul, là, mais c'était une erreur de correcteur automatique que j'ai supprimée en 2 minutes. Si ça amuse la terre entière, tant mieux. Au moins, j'aurais fait rire. Mais en fait, voilà. Et puis, je pense que sur les sorcières, c'était pas une erreur, c'était volontaire ce que j'ai sorti. Donc voilà, c'est aussi une manière d'incarner différemment la politique. Et comment je me protège? Eh bien, en fait, je lis pas complètement les commentaires. Mon équipe lit beaucoup à ma place. Ouais. Et puis, je me dis que si c'est toute l'extrême droite qui se mobilise, eh ben, ça veut dire quelque chose. Et au fond, ça veut dire quelque chose de bien. C'est que ils ont compris, eux, que c'était bien contre eux que je me présente. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que comment il suffit de pas lire les critiques pour s'épargner la pression psychologique, non? Non, mais en fait, je sais pourquoi je vais à cette présidentielle. J'y vais pour porter une voix qui n'a jamais été portée dans le paysage politique. J'y vais pour porter une proposition qui, à mon avis, n'a jamais été portée en tant que telle dans le paysage politique, qui est à la fois une écologie radicale et aussi un projet de société et une égalité, et être en phase avec des mouvements sociaux qui se sont mobilisés les mois derniers, les années dernières. Et je sais pourquoi j'y vais. Enfin, je veux dire, je sais ce que je veux faire. Je veux profondément changer la vie des gens et j'y vais pour ça. Et en fait, qu'il y ait des gens qui se moquent et tout ça, mais peu importe. À la fin, je veux vraiment que le projet aboutisse. Donc voilà. Et puis j'ai le cuir épais, en fait, je crois. Je me suis fadé Europe 1. Je savais pas que cette émission, donc les 16 minutes. Là, par exemple, quand vous sortez d'Europe 1, sincèrement, vous dites pas. Pourquoi faire ça? À quoi bon? Est-ce qu'on est obligé de faire ça? Au fond, non, mais il y a... Donc il faut juste dire, c'est une interview qui a été qualifiée de virulente de vous par Sonia Mabrouk. Elle a le droit d'être comme ça, mais où on sent quand même qu'en 16 minutes, elle aborde absolument tout pour essayer de vous coincer à tout moment sans jamais vous écouter. Et quand on sort de là, qu'est-ce qu'on se dit? Au fond, hein?
Mais moi, je pense que là, on est dans un truc de carrefour de civilisation. C'est peut-être un grand mot, mais en fait, on est dans une sorte de carrefour. Soit on va vers un pouvoir qui est un pouvoir de xénophobe, de haine, de repli sur soi et viriliste, notamment via Zemmour. Enfin voilà. Et en fait, et de déni environnemental. Soit au contraire, on va vers une société où on repositionne l'égalité au cœur du projet, où on considère la question environnementale comme prioritaire et où on incarne une autre manière de faire de la politique. Et on l'a vu avec Trump et Kamala Harris et Joe Biden d'une certaine manière, et on est dans le même carrefour, nous, aujourd'hui. Et ce que je veux, c'est que on passe du bon côté de ce carrefour. Et donc, quand je suis sortie d'Europe 1, je me suis dit, mais j'étais exactement au bon endroit. C'est-à-dire que, quelque part, c'est là que se noue véritablement la présidentielle. C'est pas sur une proposition ici, une autre proposition là, c'est profondément sur un projet de société. Et est-ce qu'on laisse la France dériver vers un projet de repli comme on n'en a jamais connu dans notre histoire et qui serait la honte de la France, ou est-ce qu'au contraire on réaffirme nos valeurs qui sont des valeurs d'accueil, d'égalité, d'humanité, de service public, d'encadrement aussi par l'État de notre système économique, et faire en sorte que l'environnement soit de nouveau, soit pour la première fois une priorité de notre action. Mais c'est ça que je porte. Et je pense que aujourd'hui, il nous faut nous affronter à des démons. Et ces démons, ce sont les démons de l'extrême droite et du repli sur soi. Et que ces démons politiques, en fait, ont gagné une forme de bataille aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne parle que de leur sujet. Ils sont omniprésents dans l'espace public. Ils sont omniprésents dans l'espace politique. Et on ne fait que répondre à ce qu'ils posent, eux, dans l'espace politique. Et moi, ce que je veux, c'est renverser ça et dire que c'est nos sujets qui doivent devenir prioritaires. C'est de nos sujets dont il faut qu'on en parle. Et c'est ce que j'essaye de porter. Et je pense que ce qui s'est passé chez Sonia Mabrouk, c'est un peu ça. Et finalement, à la fin de cette interview, on a dit, Sandrine Rousseau, elle l'a mouché. Oui. Et il va falloir qu'on fasse reculer vraiment ces espèces de thèmes sur l'insécurité, sur l'étranger, etc., et qu'on les fasse reculer et qu'on les explose pour dire que la société française n'est pas celle-ci. Alors, la société française, c'est au contraire une tradition très différente. Le chat qui a l'air de vous soutenir à fond est d'accord avec vous, dit qu'il faut aller sur tous les médias, etc., et je ne pense pas le contraire, mais là, par exemple, je viens de vous laisser 3 minutes. On vous laisse jamais 3 minutes. Là, vous avez développé une pensée. Ce que je veux dire, c'est que les interviews sur les matinales, on vous laisse pas le temps de développer une pensée. Et quel que soit d'ailleurs l'invité. Vous arrivez avec un programme, alors que vous annoncez comme radical qu'il l'est par rapport à l'offre politique, puisque c'est le terme que vous employez, mais vous arrivez avec une forme de vous pouvez tousser, il n'y a aucun problème ici, hein. Vous arrivez avec une forme de radicalité, finalement, dans un système qui étouffe toute pensée, qui empêche toute articulation. Oui, mais c'est pour ça que quand il y a des gens comme vous qui m'invitent, je suis très heureuse de pouvoir répondre à cette invitation. Et j'ai fait plusieurs médias longs comme ça, parce que je pense que c'est de cela aussi dont on se nourrit pour aller dans des matinales. Et quand il y a des personnes, et j'espère en tous les cas que ça fonctionne, quand mon discours interpelle sur des matinales, eh bien j'espère que ces personnes après font des recherches sur Internet et tombent sur votre émission, sur d'autres émissions, et permettent du coup d'avoir ma position sur des temps plus longs. Et en tous les cas, ce que j'observe, c'est que, alors c'est pas un échantillon représentatif évidemment, mais en tous les cas il y a des personnes qui m'interpellent et des personnes que je ne connais pas du tout, qui sont dans la rue, qui m'interpellent comme ça et qui me disent mais je vous ai entendu sur Twitch, sur Blonde, sur comment ça s'appelait avec Jean Massier, etc. Et en fait c'est ces émissions là aussi qui font que les gens se lèvent et se disent « Ah, mais peut-être qu'il se passe quelque chose. Peut-être que là, il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu encore en politique. » Et moi, en tous les cas, c'est ce que j'espère pouvoir créer comme espoir. Et c'est pas moi toute seule qui le fait, c'est vraiment avec plein de gens autour de moi et plein de militants, plein de militantes, plein d'activistes. Et qu'en fait, on reprenne la main sur notre vie
Et oui, dans les matinales, j'ai pas complètement le temps de développer, mais chez vous, j'ai le temps. Et en fait, c'est cet équilibre entre les deux choses qui va nous permettre de trouver le chemin vers l'Élysée. Ah, alors c'est donc ça la radicalité réformiste que vous portez. Je vois pas en quoi elle est réformiste, au contraire, parce que Bah, dans les matinales, je diminue pas la portée de mon discours, je pense. alors pourquoi je vous parle des médias, c'est parce que c'est dans votre programme, hein, justement dans le volet Nouvelle République, hein, il y a promouvoir le pluralisme des médias et de l'information. Vous écrivez, il est indispensable. Alors je lis un peu le petit paragraphe parce que sinon on a l'impression de slogan un peu creux, donc il y a quand même une petite explication de texte, il faut la donner. Il est indispensable de lutter contre la concentration des médias. Les médias sont un contre-pouvoir essentiel à l'exercice de la démocratie. Tout en réaffirmant la liberté d'expression, nous promouvons un service public indépendant afin d'éviter la concentration des médias entre les mains de quelques puissants. Alors d'ailleurs à Europe 1, vous finissez l'interview en saluant les journalistes qui ont été licenciés ou qui ont dû partir cet été. Là dans le chat, plusieurs vous disent Davduf, t'oublies France Info, c'était imbuvable. Alors j'ai pas écouté, je sais pas comment ça s'était passé pour vous à France Info. Bon, service public. La question médiatique, vous parlez de contre-pouvoir. Est-ce que vous considérez vraiment que c'est un contre-pouvoir aujourd'hui ? Je parle là je parle des grands médias. Aujourd'hui, non. Mais tout l'enjeu du projet que je porte, c'est que ça le redevienne. En fait, une démocratie, ça fonctionne certes avec un parlement, un bicamérisme, donc un Sénat, un parlement, tout ça. Bon, j'imagine qu'on parlera de la réforme de tout ça. Oui, bien sûr. Mais ça passe aussi par des contre-pouvoirs. Et les contre-pouvoirs sont aussi importants que la manière dont la représentation du peuple est organisée. Et ces contre-pouvoirs, aujourd'hui, sont affaiblis. Et dans les contre-pouvoirs, j'entends la justice, qui a un budget qui est un des plus faibles d'Europe par habitant. Et là-dessus, on a à travailler sur comment rendre à la justice sa place dans la société. Vous êtes fortiche parce que vous êtes fortiche parce que je vous ai écouté, vous avez donné le chiffre, c'est le 16e budget, c'est ça? Ouais. Donc c'est un argument que vous ressortez, mais il est très fort, il est très bon. Le budget de la justice, c'est le 16e au niveau européen. Alors j'imagine en pourcentage. Et surtout, la justice, elle permet à ce que les citoyens comme les puissants puissent rendre compte. Et en l'occurrence, elle permet aussi de contrôler le pouvoir politique dans son abus de pouvoir. Et parce que évidemment que des personnes qui ont du pouvoir, eh bien certaines peuvent avoir la tentation d'en abuser. Et donc la justice est là pour contrôler ça. Et donc on a ce premier contre-pouvoir, la justice, qui est abîmée. C'est abîmé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent qui est mis sur la justice, c'est la 16e position, mais c'est abîmé aussi parce que la justice aujourd'hui n'est pas totalement indépendante du pouvoir politique. Et notamment, le parquet n'est pas indépendant du pouvoir politique. Et donc, on a quelque chose à travailler pour que la justice devienne et financée et indépendante. Et puis, il y a la presse. Et la presse, c'est un autre contre-pouvoir. C'est-à-dire que pouvoir faire des articles qui critiquent les gens qui sont élus, qui vont chercher dans la manière dont ils se financent, qui vont chercher dans la manière dont ils se comportent, eh bien, c'est indispensable dans une démocratie. Et ce que l'on voit, c'est que là, on a de plus en plus de médias. Ah, il y a des médias qui restent indépendants, mais on a des médias qui sont financés, qui sont à la solde de grands intérêts économiques, et que ces intérêts économiques peuvent aussi avoir un projet politique. Et un projet politique qui est contraire à celui que nous voulons. Et donc, il nous faut retrouver le sens de l'indépendance des médias parce que c'est aussi une manière de lutter, par exemple, contre les fake news, contre le fait qu'on ne croit plus en rien. Et quand on ne croit plus en rien, la seule solution qui nous reste, c'est la violence, en fait. Et donc, la justice comme la presse, c'est très important et pour la solidité de notre société, mais aussi pour la solidité de notre démocratie. Et ça, il faut qu'on travaille avec la profession pour voir comment on assure l'indépendance de la presse. Mais j'allais vous demander, vous avez des pistes ou pas?
Vous dites juste... Par exemple, on peut imaginer qu'on évite la concentration des médias, qu'on évite aussi la concentration économique. Et puis, à un moment donné, il va falloir aussi assumer le fait qu'il y ait une part de financement public et que cette part de financement public soit adossée à une liberté complète de la presse, mais que parce que les financements publics, c'est une manière que chaque citoyen et citoyenne finance. Et donc, c'est une manière de faire en sorte que les citoyens financent leur propre indépendance et l'indépendance de cette presse dont ils ont besoin. Donc voilà, après, il ne faut pas tomber dans un excès qui serait que ce soit l'État qui finance totalement. Mais je crois qu'il y a quelque chose à travailler de l'ordre d'un soutien public à une presse indépendante. Et on l'a vu d'ailleurs avec Mediapart, puisque Mediapart a été obligé, par exemple, de revenir sur des réductions fiscales parce qu'on a estimé que comme il n'y avait pas de presse papier, je crois que c'est ça le sujet, ils ont eu un redressement fiscal important. Mais voilà, ça peut passer par des subventions ou ça peut passer par des avantages fiscaux. Mais en tous les cas, à des moments, il faut assumer le fait que c'est un bien commun, la presse indépendante. Et donc, à ce titre-là, on doit collectivement soutenir ça. Après, quelle forme précise ça prend, il faut encore en discuter avec les professionnels, mais là, on peut pas laisser la concentration des organes de presse dans des intérêts économiques puissants qui, aujourd'hui, ont des intérêts politiques. Passe le monoeil, s'il te plaît. Ah, ici, bon, ils ont des noms étranges. Vous demande, est-ce que vous êtes pour une expropriation des oligarques des médias ? En tous les cas, pour un contrôle plus grand, un contrôle des prises de position à l'antenne, des temps de parole, et puis pour une absence de concentration. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plein de médias différents. Parce que là, par exemple, le projet d'un Bolloré, par exemple, c'est d'avoir de multiples médias. Ça veut dire que le jour où il lance une polémique, où il lance un candidat à la présidentielle, type Zemmour par exemple, eh bien, il a la possibilité d'avoir des relais dans énormément d'organes de presse. Quand je dis ça, je n'attaque pas les journalistes qui travaillent dans ces organes de presse parce que je sais bien que eux font leur travail et que eux essayent de tenir une ligne indépendante. Mais il a quand même la puissance qui lui permet d'imposer ce type de discours. Et ça, on ne peut pas être soumis au pouvoir économique comme ça. On ne peut pas être soumis au pouvoir politique de quelques-uns. La démocratie, c'est profondément un citoyen, une voix, un citoyen, un poids égal à un autre citoyen dans la démocratie. Et là, on voit qu'on est en train de se faire attraper, manger par des personnes qui ont l'argent pour acheter, en fait. Et ça, c'est pas possible. Mais est-ce que c'est pas aussi la faute de la gauche d'avoir abandonné ce terrain-là il y a 10, 15, 20 ans et qui a laissé les industriels s'emparer, enfin plus exactement les milliardaires s'emparer de ça, la gauche qui a pas été capable, à quelques exceptions près, Mediapart, Reporter, Bastamag, mais on voit bien que par rapport à CNews et autres, on voit bien que le rapport de force n'est pas le même. Est-ce qu'il n'y a pas une autocritique à faire ? Mais bien sûr qu'il y a une autocritique à faire. Évidemment. Et il y a une autocritique aussi à faire de la manière dont la gauche a exercé le pouvoir et a abandonné aussi le terrain des luttes sociales. Voilà, qu'aujourd'hui je sois une des seules à porter la voix de ces mouvements sociaux est quand même un sujet. Et donc c'est aussi cela que je porte dans la présidentielle, qui est de dire qu'on doit retrouver les valeurs de gauche. Et moi, je n'ai pas de problème à dire que je suis de gauche, je suis écologiste et de gauche, et je porte ces valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a un fonctionnement indépendant de la démocratie, et il y a un contrôle des élus, et il y a un contrôle des personnes qui ont des positions de pouvoir. C'est indispensable. Vous parlez souvent de République dans votre programme ou dans les interviews, mais tout le monde parle de la République, tout le monde parle de la démocratie. Quand Gérald Darmanin parle de la République à longueur de temps, de la police républicaine, est-ce que vous, lui, moi, les gens dans le chat, nous entendons la même chose ? Est-ce que déjà, il ne faudrait pas commencer par définir les termes ? Ça, c'est un très gros sujet parce que notamment dans la loi dite séparatisme, là, qui porte un autre nom officiellement, mais qui à la fin était quand même là-dessus, il y avait cette idée selon laquelle les associations devraient signer une charte respectant les valeurs de la République. Mais c'est quoi les valeurs de la République ? C'est quoi les valeurs de la République ? Et en l'occurrence, ces valeurs n'ont jamais été définies.
clairement. Et peut-être que c'est bien ainsi. Parce qu'en fait, la République, c'est nous qui la faisons, c'est nous qui la construisons, c'est nous qui la constituons. Et c'est aussi les valeurs que l'on souhaite porter qui doivent être au fronton de cette République. Et je suis pas sûre qu'on puisse définir des valeurs ad vitam aeternam. Alors après, on a quand même des socles. On a la Constitution, on a notre devise qui est liberté, égalité, fraternité, que j'aimerais bien transformer d'ailleurs, parce que fraternité... En quoi? En sororité? Non, alors il y a des termes, c'est soit solidarité, soit adelphité, mais en fait qui permettent d'inclure tout le monde dans cette société. Et donc on a ces socles-là, la Constitution, notre devise, bon. Mais ça suffit pas complètement à définir le projet sur lequel on se met d'accord. Et en l'occurrence, moi, quand je parle de République, je parle d'abord de démocratie. Parce que je pense qu'en fait, l'essentiel de nos sujets doivent être réglés par la démocratie. Et donc par les mandats représentatifs. Et puis après, la République, c'est aussi une manière d'être ensemble, de faire société. C'est-à-dire que la République, ça n'est pas juste des choses qui sont écrites dans du marbre, c'est surtout une manière de nous organiser collectivement. Et de ce point de vue-là, la République française a quelque chose de spécifique, puisqu'on a une organisation sociale, on a un contrat social spécifique, et ça, depuis les Lumières, j'ai envie de dire, mais surtout depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'on mettait une partie de notre richesse en commun pour permettre à tous et toutes d'avoir accès à l'école gratuite, à l'université gratuite, à l'hôpital gratuit. Et ça, c'est un projet de société très fort, qu'on est quand même il y a peu de pays au monde qui l'ont fait au point où on l'a construit nous. Et c'est aussi ça, la République. Et quand je vois les coups de canif et les coups de couteau qui sont donnés dans ce modèle social, qui pour moi est un modèle social non seulement unique, mais exemplaire. C'est-à-dire que c'est un modèle social qui permet vraiment de dire à chacun et chacune, vous êtes dans la société, vous êtes inclus dans la société. Et quand je vois qu'on commence à développer les mutuelles pour limiter la part de la sécurité sociale, quand je vois que l'on menace l'égalité à l'école, notamment suite au Covid où les inégalités scolaires ont explosé, quand je vois qu'on fait des réductions fiscales pour des cours particuliers donnés à des entreprises, quand je vois que la justice est la 16e financée, tout ça, je me dis, en fait, on est en train de perdre ce qui fait notre spécificité, ce qui fait notre socle de valeurs, ce qui fait notre République. Et en tous les cas, moi, je voudrais vraiment remettre ça sur le tapis. La République, ça n'est pas juste la police. C'est vraiment une manière d'être ensemble, de vivre ensemble et d'assurer, de tendre la main aux personnes qui sont les plus en précarité, de leur dire, voilà, on met notre richesse en commun pour que vous puissiez envoyer vos enfants à l'école, pour que vous puissiez les envoyer à l'université, pour que vous puissiez aller à l'hôpital. C'est un effort que l'on fait, mais c'est parce que notre projet ensemble, c'est que vous soyez et soignés et que vous puissiez avoir accès et à la culture, à l'éducation, à tout, comme n'importe quel autre citoyen. Alors à propos de police, on y vient, hein, vous êtes au poste, mais effectivement ici c'est pas un interrogatoire. Vous dites la République, ça n'est pas que la police ou la police, ça n'est pas que bon. Le 19 mai dernier, il y a eu une manifestation au pied de l'Assemblée nationale sur les 5 candidats. Je crois que vous êtes 5 candidats à la primaire écolo. Il y avait Delphine Batho, je crois, qui était présente à cette manifestation des syndicats policiers, et il y avait Yannick Jadot. Alors moi, je n'ai pas du tout envie de rentrer dans les petits jeux politiciens, c'est pas la question, c'est la question de la perspective d'une société. Qu'est-ce que ça signifie que des gens qui se présentent à la présidence, selon vous, parce que vous n'étiez pas là. Alors d'abord, vous n'étiez pas là parce que vous n'étiez pas au courant. Il y a quelqu'un qui a demandé dans le Discord, est-ce que vous aviez piscine ce jour-là ? Non. Je n'étais pas là par décision politique de ne pas y être. C'est Sidonie007 qui demande, voilà, est-ce que vous aviez piscine ? Voilà.
Bon, pourquoi vous avez décidé de ne pas y être et pourquoi vous pensez que d'autres ont estimé, c'est pas pour faire des petites phrases, là on est sur le fond, pourquoi d'autres ont estimé que il fallait se ranger du côté des syndicats policiers, notamment de certains syndicats très droitiers, tout en étant des représentants de l'écologie. Alors moi, je vais vous dire ma position. Je vais pas dire la position des autres parce qu'il faut les interroger eux. Pourquoi moi, je n'y suis pas allée? Ils sont moins sympas. Ils sont moins sympas que vous. Ils sont moins sympas que vous. Alors, je les ai pas interrogés. Allez-y, allez-y, allez-y. Moi, je n'y suis pas allée pour. Enfin, je vais expliquer les choses et du coup, ça peut prendre 5 minutes, mais je vais les expliquer en profondeur et merci de me laisser ce temps et cet espace. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la police, comme l'armée, dans une démocratie, encore une fois, a ce qu'on appelle la violence légitime de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, on estime que oui, il nous faut assurer la sécurité des citoyens et citoyennes, et il nous faut assurer la sécurité de l'État. Et donc, on délègue à la police et à l'armée ce qu'on appelle la violence légitime de l'État. Mais pour que cette violence reste légitime et pour que cette violence exercée par l'État au nom du bien commun reste forte et juste, eh bien, elle doit être contrôlée démocratiquement et elle doit être encadrée par le politique. Pourquoi le politique? Parce que le politique représente le peuple. Et en l'occurrence, moi, j'entends les difficultés de la profession de police et des conditions de travail, et je suis tout à fait prête à travailler avec les syndicats de police pour savoir comment améliorer les conditions de travail sur le terrain. Mais par contre, je ne peux pas, en tant que candidate à la présidentielle, me mettre dans un cortège de demandes de policiers parce qu'alors, j'envoie le message selon lequel je ne suis plus en tant que candidate à la présidentielle, je ne suis plus au-dessus de ces revendications pour, encore une fois, assurer le contrôle démocratique de cette force légitime, mais je suis à l'intérieur d'un cortège de revendications. Et je ne sais pas si c'est très clair la manière dont je le dis, mais en fait, c'est une question, à mon sens, tout à fait fondamentale, tout à fait importante. Et si on commence à dire à la police ou dire à l'armée que l'on se met derrière eux, alors on entre dans une zone qui me semble extrêmement dangereuse, qui est que la police et l'armée pourraient décider à la place du politique. Et ça, il ne faut jamais donner le moindre signe, le moindre indice que cela peut se faire. Pierre nous dit que la mainmise, je résume, la mainmise du politique par le policier, c'est la loi sécurité globale. C'était déjà ça, c'est-à-dire une loi écrite pour les policiers, par l'ancien policier, avec des revendications, etc. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce glissement dont vous parlez, de ce danger dont vous parlez, en réalité, il est pas imminent, il est présent? Non, mais évidemment qu'il y a déjà eu des glissements. Et j'ai envie de dire que depuis les états d'urgence, où on s'est émancipé de certaines règles pour la garde à vue, pour l'arrestation, pour le contrôle des citoyens, pour tout ça, depuis ces états d'urgence, on a laissé des parcelles de liberté et on a donné plus de pouvoir à ces corps constitués. Et c'est pour ça que précisément, on ne peut pas aller dans les manifestations de police, à mon sens, parce que déjà, on a laissé des parcelles. Et que pour avoir discuté avec des juristes, parce que moi, je ne suis pas juriste, je suis économiste, mais pour avoir discuté avec des juristes, ils disent tous et toutes que à chaque état d'urgence, on a traduit dans le droit commun des mesures d'exception. Et donc, petit à petit, on recule la place de nos libertés, et en fait ces libertés et cette capacité à mener des actions est fondamentale. C'est-à-dire que moi je rappelle quand même que c'est passé entre Noël et le Nouvel An, il y a eu un décret disant qu'on avait le droit de ficher les citoyens et citoyennes sur leurs opinions politiques, et ça c'est grave. C'est passé complètement inaperçu, mais c'est grave.
Absolument. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, probablement que cette violence légitime de l'État, ces corps constitués qui en ont la délégation, connaissent tout de nous. Mais en fait... D'ailleurs, on les salue, hein, parce qu'il y en a 2-3 qui traînent dans le chat. Mais on ne peut pas laisser faire ça, et avec tout le respect que j'ai pour votre métier, parce que, évidemment que les fonctions de police, les fonctions d'armée sont nécessaires et sont indispensables. Mais il est aussi indispensable de comprendre que vous devez, et les forces de l'ordre comme l'armée doivent être absolument exemplaires et doivent être, je ne sais pas comment le dire, mais doivent accepter ce contrôle démocratique et ne peuvent pas avoir des pouvoirs qui outrepassent les libertés individuelles. Donc on parle à quelqu'un qui se destine à être candidate à la présidentielle 2022. Comment vous travaillez ? Comment vous travaillez ça ? Et notamment, vous avez dit tout à l'heure, à l'instant, vous avez dit « j'ai discuté avec des juristes ». C'est-à-dire que vous avez reconnu qu'évidemment, vous ne pouvez pas être omnisciente, et donc vous discutez avec des gens, j'imagine, selon les domaines. Pour ce qui est de notre petite popote ici, la police, la justice, la liberté, avec qui vous discutez ? Alors sur la police et la justice, j'ai discuté avec des juristes, des chercheurs et chercheuses sur la question de la sécurité, oui. Et avec aussi des policiers qui eux-mêmes sont critiques de la manière dont ils exercent leur métier, ou plus exactement, on leur demande d'exercer le métier. Et c'est très intéressant d'ailleurs, les regards de l'intérieur, parce que ça permet de voir que les policiers ne sont pas, et les policières ne sont pas toutes en phase avec ce qu'on leur demande de faire, et qu'il y a aussi des conflits de valeurs, et qu'il y a plein de personnes qui se sont engagées dans la police et qui s'y sont engagés pour les meilleures raisons du monde, c'est-à-dire pour assurer la paix, pour être en confiance avec la population, et à qui on demande de faire des contrôles permanents, à remplir des dossiers 60% de leur temps, et qui ne se retrouvent plus dans ce métier, qui ne retrouvent plus le sens de ce métier. Et ça, je vais vous dire, dans les choses qui font vraiment plaisir, ça fait vraiment plaisir, parce que ça permet d'entendre aussi que à l'intérieur de cette police, eh bien, il n'y a pas une unanimité qu'on essaye de nous vendre à l'extérieur. Absolument. Et qu'il y a des gens bien, et qu'il y a des gens qui ont vraiment leur métier à cœur. Et moi, je voudrais travailler avec ces gens-là, y compris à la présidentielle, pour faire en sorte que les pratiques évoluent et qu'on retrouve le sens de cette police, parce que je crois qu'on est heureux aussi que quand on fait un métier qui a du sens. Darkwinder, dans notre Discord hier, pour préparer l'émission, vous demandez, dans votre programme, il est question de réformer l'IGPN et l'IGGN. Vers quel fonctionnement et quels moyens vous verriez pour ces deux vénérables institutions ? Mais moi, je pense qu'il faut que ça devienne des agences indépendantes et des structures indépendantes, et du pouvoir politique et du pouvoir de la hiérarchie policière, en quelque sorte. Et pour cela, eh bien, on pourrait imaginer une structure commune d'ailleurs aux deux, et qui soit sortie des hiérarchies policières et de la gendarmerie, et faire en sorte qu'il y ait une indépendance qui leur soit assurée par leur statut et par le statut des personnes qui y travaillent. Et je pense que c'est indispensable pour faire en sorte que les citoyens et citoyennes reprennent confiance. Et par ailleurs, cette structure devrait rendre compte au Parlement, ça c'est ce qu'a proposé Macron, mais en fait Emmanuel Macron, d'après ce que j'ai compris de son allocution hier, disait que pour chaque cas de violence ou chaque cas ou chaque erreur policière, il y aurait un rapport, une commission parlementaire. Et moi, je pense que ça n'est pas aux parlementaires d'étudier chaque cas individuellement. Par contre, c'est aux parlementaires d'avoir un regard une fois par an sur le bilan des actions qui sont menées, les moyens que les personnes ont eu pour les mener, et puis les résultats des enquêtes qui ont été diligentées. Alors, si je peux me permettre, il a annoncé deux choses. Il a annoncé le fait que les rapports de l'IGPN devraient être rendus publics, et
une commission qui contrôlerait ces institutions, qui essaierait de voir comment ces organes de contrôle eux-mêmes fonctionnent. Alors, il faut savoir qu'il y a des rapports de l'IGPN qui sont déjà rendus publics, mais en réalité, ce qui est rendu public sont souvent les synthèses, c'est-à-dire le rapport du rapport. Et bien évidemment, on n'a pas toutes les données, on n'a que l'interprétation, et c'est tout le sel, pour rester très poli, du problème. C'est-à-dire qu'on a finalement la vision de l'enquêteur qui fait la synthèse et qui dit bah oui ou non, quoi. Il y a eu faute, il n'y a pas faute. Les vrais rapports complets qui font des centaines de pages, ils sont passionnants, parce que là on a beaucoup plus les faits, ce qui s'est passé, etc. Bon voilà, c'est la première chose. Dans le Discord, Raton Lover, j'adore ce pseudo, je sais pas pourquoi. Raton Lover, hein, parle du contexte de renoncement de Macron pour une réforme de l'IGPN. Est-ce que c'est le terme que vous employeriez ou pas? Le terme de renoncement? Oui. Ah, moi je pense, oui. Je pense que c'était un renoncement. Et je pense surtout que c'est exactement ce que fait Macron sur chaque sujet, c'est-à-dire que on a l'impression, parce qu'il fait une grande annonce, alors il y a plein de dorures, il y a plein de solennités autour de l'annonce, et donc on a l'impression que ça va être un truc qui va révolutionner nos vies, puis à la fin c'est tout petit, quoi. À la fin c'est minuscule, et là en l'occurrence moi je trouve que c'est minuscule, c'est-à-dire que pour moi la question centrale, c'est vraiment de sortir cet outil de contrôle, cette institution de contrôle de la police, voilà, et que ça soit aussi un moyen de rappeler ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que la police doit être contrôlée par la démocratie, que c'est normal, et que ces personnes qui sont des contre-pouvoirs doivent être aussi sorties de la police. Pierre B31 vous suggère, pour assurer cette indépendance, est-ce que vous seriez pour un contrôle extérieur d'associations, une autorité indépendante comme la Défenseure des droits? Est-ce que c'est vers ça que vous voudriez aller? Je pense que la Défenseure des droits, c'est un bon modèle. Je pense que le principe de Défenseur des droits, c'est un bon modèle. Alors évidemment, la Défenseuse des droits, elle est encore nommée par le gouvernement. Mais bon, ceci dit, on peut quand même être nommé par un gouvernement et garder une forme d'indépendance. On l'a vu d'ailleurs avec Jacques Toubon. C'est Jacques Toubon ou je me suis encore trompée de prénom? Non, c'est Jean-Paul. Jacques Toubon. C'est Jean-Paul Toubon. J'angoisse à chaque fois que je dis un prénom. Donc c'est Jacques Toubon qui avait été nommé, puis qui finalement a fait un travail d'une indépendance remarquable, et la Défenseure des droits le fait aussi. Et surtout, il faut que le statut de cette institution garantisse l'indépendance. C'est-à-dire que on ne puisse pas limoger une personne, qu'on ne puisse pas, sauf évidemment erreur professionnelle, mais que ça soit pas lié à la couleur politique du gouvernement. Et ça, la Défenseure des droits, moi je trouve que c'est vraiment une institution qui est très intéressante à regarder. Est-ce que quand vous faites alors je sais pas si vous avez fait des meetings pour les primaires, vous avez fait des débats télévisés, mais il n'y a pas eu de meeting, si? Si, j'ai eu un anti-meeting. C'est mon côté un peu... Qu'est-ce que c'est un anti-meeting? Un peu rebelle. Ça me plaît, mais c'est quoi? C'est quoi un anti-meeting? Un anti-meeting, c'était l'idée qu'on n'allait pas sur une estrade avec des discours qui s'enchaînaient, voilà, mais qu'on était plus sur une parole de personnes, sur un moment convivial, des paroles de personnes qui ont participé à la campagne, et puis juste une prise de parole assez courte finalement de ma part pour que l'essentiel soit sur le fait de faire connaissance et de travailler ensemble. Est-ce que la question de la police de l'IGPN, dans cet anti-meeting, ou dans vos rencontres avec vos supporters, c'est vraiment une question importante? Est-ce que ça arrive vraiment sur le tapis? Ou est-ce que, alors de fait, l'écologie chez vous, mais le social, l'économique n'arrive pas avant? Ou le culturel, je ne sais pas. Voilà, on voudrait mesurer... Oui, allez-y. Non, allez-y. Non, allez-y. Je ne sais pas dire si ça arrive avant ou après, parce que c'est compliqué, ça dépend des personnes avec lesquelles je suis, etc. Mais ce que je peux entendre, c'est que la question de la police est quand même extrêmement présente et extrêmement prégnante dès que je vais vers des personnes qui habitent des quartiers ou qui sont discriminées, en fait. Et quand je parle de discrimination, c'est autant les femmes qui subissent des violences que les personnes noires. Enfin, je veux dire...
dès qu'on est et dès que je suis avec un groupe de personnes qui, dans la structure sociale actuelle, est en position de discriminer, immédiatement la question de la police arrive. Immédiatement. C'est vraiment très, très, très présent. Et je vous le dis, c'est aussi bien pour des femmes qui ont subi des violences que pour des personnes qui subissent des contrôles aux faciès. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Alors j'ai complètement oublié, parce que vous êtes arrivé plus vite que prévu, de finir dans la présentation que je faisais de vous. Je n'ai pas pu aborder l'association En Parler que vous avez fondée, qui recueille les femmes victimes de violences sexuelles, de harcèlement, etc. Hier, Macron a annoncé les dépôts de plaintes numériques. Et on comprend l'idée, c'est en partie pour éviter qu'il y ait des refus de plainte ou qu'il y ait des policiers ou des policières d'ailleurs qui fassent des remarques désobligeantes auprès des victimes quand elles viennent déposer des plaintes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que d'après votre expérience, l'expérience des antennes locales de votre association, est-ce que c'est plutôt une bonne idée ? Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que un dépôt de plainte en ligne, ça veut dire déjà qu'il faut maîtriser les outils et que ça n'est pas vrai que tout le monde les maîtrise et qu'il faut arrêter avec ça parce que on l'a vu notamment pendant la période de Covid. Il y a plein d'élèves qui n'ont pas eu accès aux cours simplement parce que chez eux, il n'y avait pas d'ordinateur ou il y avait un ordinateur pour toute la famille et qu'ils n'y arrivaient pas. Et donc, c'est pas vrai que tout le monde est très à l'aise pour aller déposer plainte en ligne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi un sujet de confidentialité. C'est-à-dire, si c'est sur l'ordinateur de la famille, eh bien, il y a un historique qu'on peut consulter. Il y a un contrôle que, par exemple, un mari violent peut exercer sur sa compagne. Et donc, c'est pas non plus une bonne idée de ce point de vue-là. Et puis, la troisième chose, c'est que moi, toutes les femmes que j'ai connues et que j'ai rencontrées dans le cadre de l'association Parler, et je suis sûre que c'est le cas pour plein d'autres situations que les violences sexuelles, eh bien, la première fois qu'elles parlent, elles minimisent ce qu'elles ont vécu. C'est-à-dire qu'elles commencent par dire des mots qui sont des mots qui disent pas la réalité de la violence. C'est-à-dire que oui, il m'a un peu forcé, oui, j'ai pas trop le droit de sortir. Mais en fait, quand une personne dit j'ai pas trop le droit de sortir, ce qu'il faut entendre, c'est qu'elle a plus les clés de sa maison, qu'elle est enfermée le soir, que probablement elle a même plus sa carte bleue et donc c'est une violence. Et la plainte en ligne, ce que je crains, c'est que déjà, face à un ordinateur, face à l'impersonnel, au caractère impersonnel de ce dépôt, eh bien, on minimise, on met des mots comme ça qui sont des mots de modestie, en fait, des mots de personnes qui sont discriminées et qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole pour dénoncer ce qu'elles vivent. Et puis, moi, j'aurais préféré qu'on annonce un vaste plan de formation des policiers et policières à l'accueil de la parole et à l'accueil des plaintes, plutôt que de dire, on va le faire depuis son salon. Vous imaginez, vous êtes en train de déposer plainte et il y a quelqu'un qui arrive à ce moment-là, mais même, ça peut être votre enfant. Qu'est-ce que vous faites ? Enfin, non, c'est pas bien, ça. Enfin, voilà, c'est pas bien. C'est pas respectueux, c'est pas ça qui assure l'égalité, c'est pas vrai. Je dois quand même citer un papier de reporter qui fait votre portrait, plutôt des camarades à vous, reporters, et on incite les gens qui peuvent à s'abonner à Reporter, comme à Mediapart, comme à Bastamag. Il faut soutenir les streamers et la presse indépendante, sinon c'est la cata. Et donc il y a eu un portrait de vous là il y a quelques jours, intitulé, le titre je crois que c'est un peu Sandrine Rousseau, l'écoféministe qui dérange, très bien, mais il y a un passage qui m'a interpellé. Reporter écrit: le déclic de son retour le 6 juillet 2020, lorsque Gérald Darmanin, accusé de viol, de harcèlement sexuel et d'abus de confiance, a été nommé ministre de l'Intérieur, premier flic de France. Ouvrez les guillemets. Reporter vous cite: j'ai entendu l'information et je me suis dit, ma fille, tu ne vas pas regarder les trains passer, tu ne vas pas regarder le monde comme ça, nous confiait Sandrine Rousseau en février 2021. Alors d'une part, je rappelle aux gens dans le chat que la présomption d'innocence vaut pour tout le monde, et a fortiori pour le chef des flics. Mais quand même, on a le droit d'en parler, évidemment, et il faut en parler. Alors d'abord, est-ce que vous avez vraiment dit « ma fille »
Tu ne vas pas regarder les trains passer comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? Ça veut dire quoi? Vous vous engagez en réaction à Gérald Darmanin, à un sentiment d'impunité? C'est quoi le déclic réel? Ce que j'ai compris en ayant quitté la politique, parce que moi j'ai dénoncé des violences sexuelles au sein du parti Europe Écologie Les Verts, et après ça, j'ai quitté le parti parce que c'était trop difficile, et j'ai laissé les autres faire de la politique. Ouais. Et moi j'ai créé mon association de lutte contre les violences. Et ce dont je me suis aperçue et ce que j'ai compris à la nomination de Gérald Darmanin, et ce qui a été pour moi un moment très fort je sais pas comment le dire, mais de révélation d'une certaine manière, c'est que on ne pouvait pas attendre de ceux qui ont aujourd'hui le pouvoir, le changement du pouvoir et le changement de la structure du pouvoir. Et après MeToo, après le mouvement mondial que ça a été, la chose incroyable qui s'est passée autour de MeToo mondialement, qu'on nomme à la tête du ministère de l'Intérieur, qu'il soit innocent ou qu'il soit coupable, une personne qui est accusée par 2 femmes de viol, eh bien c'était le signe que rien ne pourrait changer si ça n'était pas nous qui nous organisions pour prendre ce pouvoir et pour le transformer. Et c'est ça que j'ai compris ce jour-là, c'est qu'il n'y aurait pas d'issue si on attendait des autres. Et que finalement, toute ma campagne, c'est aussi de dire, mais voilà, vous voulez une écologie radicale, vous avez peur pour votre avenir, vous vous sentez discriminé, vous avez peur de cette transformation et que cette transformation écologique nuise à votre quotidien, mais venez, on va le faire ensemble et on va changer pour ne pas nous laisser imposer des choses. Et ce qui a été flagrant dans l'histoire de Darmanin, c'est que quand le journaliste demande à Emmanuel Macron, pourquoi il avait nommé Gérald Darmanin, Emmanuel Macron a cette phrase, il a dit « on s'est expliqué d'homme à homme ». Depuis quand on s'explique d'homme à homme sur les violences faites aux femmes, en fait? Depuis quand on fait ça? Eh bien, on le fait à partir du moment où on ne veut pas changer le pouvoir. Et où on ne veut pas entendre les mouvements sociaux, où on ne veut pas entendre la colère qui gronde, où on ne veut pas entendre que nous ne voulons plus être dominés. Et c'est ce que je dis dans cette campagne, nous ne voulons plus être dominés. Je ne veux plus être dominé et nous sommes des millions à ne plus vouloir l'être. Et que c'est ça qui est en train de s'organiser autour de ma candidature, c'est que nous nous organisons pour faire en sorte que nous ne soyons plus dominés. Et voilà, en cela, oui, la nomination de Gérald Darmanin a été un déclencheur. Il est temps quand même que je prenne les questions du chat, mais je prends une dernière question de notre Discord qui a été posée hier par Mésange Pictavienne sur 2 choses. Alors je vais d'abord commencer par comment cesser la criminalisation des activistes climat. Mais ça fait partie des choses qui sont passées dans les lois d'urgence. Oui. Dans les lois d'état d'urgence. Et c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est-à-dire qu'il y a quand même une cellule d'émetteurs dédiée à la surveillance des activistes pour le climat, quoi. Et il y a eu un scandale il n'y a pas longtemps avec ProtonMail qui a été obligé de transmettre les données sur les activistes climat parce que ça faisait partie des lois qui sont obligatoires en France. Et c'est précisément ça qu'il faut changer. C'est-à-dire que les activistes pour le climat sont des activistes pour le bien commun. Enfin, c'est pas de là que vient le danger, hein. Le danger, il vient dans l'inaction climatique, hein. Donc oui, ça fait partie des choses où il faut décriminaliser l'activisme pour le climat. Mais souvenez-vous, il y avait déjà eu tout un pataquès, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était sous Michèle Alliot-Marie quand elle était ministre. Ah oui, là, je l'ai connue parce qu'elle s'occupait de l'affaire de Tarnac, qui m'occupait aussi. Donc. C'est Tarnac où ils avaient enlevé un câble, là, c'est ça, un câble... Oh là, on n'a qu'une demi-heure, ma brave dame. Non, il y a eu des fers à béton, posés sur des caténaires de voies de TGV afin de ralentir d'autres trains, et notamment le train de déchets nucléaires qui venait de La Hague pour aller en Allemagne. On n'a jamais su qui l'avait fait, puisque le groupe dit de Tarnac a été innocenté dans sa globalité, avec cette grande phrase de la présidente de la 14e chambre du tribunal de la Cour d'assises spéciale: le groupe de Tarnac est une fiction.
fiction. Fin de la parenthèse, on en reparlera un autre jour. Mais effectivement, vous avez raison. C'est une affaire extrêmement intéressante parce que c'est à la fois l'antiterrorisme et vous avez raison, c'est aussi une criminalisation des mouvements environnementaux, écologistes, etc. Mais surtout, ce qui me fascine sur la criminalisation des activistes sur le climat, c'est qu'on préfère mettre des moyens sur le contrôle des activistes plutôt que sur la gestion du problème, quoi. Et ça en dit long sur notre société et sur la manière dont on gère politiquement la chose. Donc oui, évidemment, quand je serai présidente, on sortira de cette surveillance incroyable. Et hier, le compte Twitter de l'association L214 a été bloqué. Je ne sais pas s'il a été remis aujourd'hui ou pas. On va vérifier, les modos vont vérifier. Moi, dans le cyberharcèlement que j'ai subi sur Twitter, il n'y a jamais eu aucun compte qui a été bloqué. Y compris, il y a un compte parodique sur moi qui circule, qui a repris exactement mon image, etc., qui dit des choses immondes. Tout cela n'est pas bloqué. Par contre, L214, et ça en dit long. Vous, ce que vous proposez, en fait, c'est de fiscaliser le cannabis. C'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ? C'est bien, ça me permet d'avoir les oppositions de tout le monde. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est dans votre programme, mais personne ne vous en parle de ça. Donc, vous voulez fiscaliser le cannabis. Très bien. L'idée, c'est que déjà, on légalise le cannabis. Oui, bien sûr. On fait une politique de santé publique autour du cannabis parce que, on va se le dire quand même entre nous, certes, il y a un cannabis récréatif, mais qu'il y a aussi des dangers avec le cannabis, exactement comme il y a des dangers avec l'alcool ou exactement comme il y a des dangers avec la cigarette ou toute autre forme de substance addictive. Et donc ça, c'est la première chose, une politique de santé, une politique de contrôle des produits aussi, parce que moi qui habite à Lille et qui suis à la frontière belge, pas très loin des Pays-Bas, etc. Il y a aussi des produits qui circulent, qui sont des produits de très mauvaise qualité et avec des additions d'autres produits dangereux pour la santé. Et puis, comme tout produit de cette nature, eh bien, oui, la fiscalisation nous permet de mener cette politique de santé publique et nous permet aussi d'assurer le contrôle de la qualité de la substance qui est distribuée. Donc, en fait, je vois pas pourquoi on fiscaliserait pas le cannabis et ça permettrait en plus de développer une économie pour les personnes qui aujourd'hui bénéficient du trafic de cannabis, parce que ça, c'est un des sujets, ça fait partie des choses qu'on masque beaucoup dans le débat sur le cannabis, mais aujourd'hui, le cannabis est une source de revenus pour des personnes qui sont dans des quartiers défavorisés. Et donc, la question, c'est comment on fait en sorte que ces personnes puissent aussi trouver leur place dans un modèle de légalisation du cannabis avec une économie qui soit une économie formelle et non pas une économie informelle. Et donc, ça, c'est un travail à faire en profondeur. Et la fiscalisation permet d'accompagner tout ça. Alors là, on rentre dans une partie de ping-pong, donc à la volée, je vous envoie différents retours du chat sur des questions très différentes. Violence policière, vous demande Suzanne. Quelles mesures avez-vous prévues pour lutter contre les violences policières dans les quartiers populaires ainsi que dans les manifestations et opérations de maintien de l'ordre ? Vous pouvez dire, j'ai pas réfléchi, voilà. Alors, dans les manifestations, moi, je voudrais qu'on mette en place le principe de désescalade qui est mis en place dans d'autres pays européens. Et alors, je vois qu'à chaque fois, il y a une espèce de petite matraque qui s'allume. Là, ça me perturbe, cette histoire. Vous inquiétez pas. Ça, c'est des gens qui disent tiens, maintenant je vais suivre la chaîne, c'est pas mal, c'est rigolo leur truc. Non, vous inquiétez pas, c'est pas la police ici est très discrète. La police ici est très discrète, elle est dans le chat, mais elle ne dit rien. Non, ne vous inquiétez pas, la batraque c'est pas sur vous. J'ai jamais pensé. Ah, regardez, il y a encore quelqu'un. C'est une nouvelle recrue. Voilà, c'est ce qu'on appelle les nouvelles recrues d'au poste. Voilà, c'est nos sympathisants à nous, si vous voulez. Voilà, ce sont nos bénévoles. Après, il y a les abonnés. Alors ça, c'est encore mieux. Mais ils n'ont pas fait chanter la fanfare, malheureusement sur vous. Voilà, c'est autre chose. Alors bref, les violences policières. Donc sur les manifestations, il y a une stratégie information et désescalade qui est testée dans plusieurs pays d'Europe et qui marche vraiment bien, qui est l'idée de, en fait, au lieu de tendre les choses et au lieu d'augmenter la tension, plus loin tension, lors des manifestations, et on a vu
lors des manifestations de Gilets jaunes que là, on atteint un niveau de tension qui est inacceptable. Hein. Enfin, quand on voit le nombre de personnes qui ont subi des blessures dans ces manifestations, ça n'est pas acceptable. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que quand on voit des éléments dans la manifestation des personnes qui sont violentes, alors on les écarte et surtout, donc on les isole, mais on les isole sans violence. Et que par ailleurs, on ait un système d'information dans le cortège de la manifestation de ce qui est en train de se passer, de sorte que par exemple quand il y a des personnes avec des enfants ou quand il y a des personnes à mobilité réduite ou quand il y a des personnes qui juste ont peur, eh bien elles puissent se dégager sur les côtés et faire en sorte qu'elles ne soient pas prises dans des nasses. Et donc ça c'est vraiment très important et ça a permis de gérer les manifestations de hooligans par exemple en Angleterre qui étaient quand même des manifestations sacrément violentes. Et donc voilà, sur les manifestations, je pense qu'on a vraiment quelque chose à complètement revoir du maintien de l'ordre dans les manifestations. Et après, l'autre question, c'était sur les violences dans les quartiers. Alors, la première chose mais ça, je me suis déjà exprimée dessus. La première chose que je souhaiterais faire, en tous les cas parmi mes premières mesures, c'est arrêter le contrôle aux faciès parce que c'est une violence sociale. Et ça fait partie de cette défiance vis-à-vis de la police. Et finalement, c'est assez simple d'arrêter ce contrôle aux faciès. Et après, sur les violences policières en tant que telles, bon, déjà faire en sorte qu'il y ait une police de proximité que je souhaite non armée et qui permette de vraiment travailler le terrain. Et ensuite, lorsqu'il y a des erreurs, eh bien qu'il y ait des structures indépendantes qui enquêtent, on en a longuement parlé. Je pense que si on arrive à faire tout ça, on arrive déjà quand même à limiter les problèmes. Alors, ce qui m'étonne, pardonnez-moi, ce qui m'étonne un tout petit peu là dans votre discours sur la police de proximité, ce que je vous ai entendu, j'ai lu beaucoup d'interviews de vous, c'est que vous semblez dire la police de proximité, ça marchait bien, c'était une idée de gauche défaite par Sarkozy. La réalité est un peu différente, c'est que il y a eu des expérimentations et les gens qui étaient à la tête de ça ont toujours dit on n'a pas pu aller au bout de l'expérimentation de savoir comment ça fonctionnait, et finalement Sarkozy, ce qu'il a fait, c'est qu'il a arrêté un truc qui n'avait de toute façon pas eu les moyens d'exister. Et donc en réalité, il n'y a jamais eu vraiment de police de proximité, alors, sauf après si on remonte aux hirondelles dans les années 50-60, mais on va vous rétorquer que c'est un fantasme en réalité. Il y en a en Allemagne, oui, par exemple. Et je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y en a aussi en Grande-Bretagne. Et quand on donne les moyens à cette police de proximité de travailler, eh bien, manifestement, on obtient des résultats. Alors après, il n'y a aucun système de police qui est parfait. Hein, ça, je pense qu'il faut déjà poser ça sur la table. Et oui, vous avez raison, c'était une expérimentation, mais c'était une expérimentation qui, en tous les cas, dans ce que j'en ai lu, avait quand même déjà montré quelques résultats et qui, certes, a été arrêté trop tôt, qui, certes, a été arrêté en plus en ridiculisant l'action de cette police de proximité. Absolument, avec oui, Sarkozy qui parlait des matchs de foot, mais l'idée c'est pas de faire des matchs de foot, l'idée c'est de nouer des liens. Et en tous les cas, ce que je peux dire, c'est que la manière dont on maintient l'ordre aujourd'hui, à coup de quarts de CRS qui arrivent dans des grandes opérations, qui arrivent en masse et qui repartent des quartiers quelques heures après y être rentrés, n'est pas du tout de nature ni à pacifier les choses, ni à faire en sorte que les véritables délinquants soient arrêtés. Donc, je veux dire, aujourd'hui, il faut aussi constater l'inefficacité de la manière dont on agit dans les quartiers les plus difficiles. Sentier Battant, que je salue, vous demande quelle sera votre décision par rapport à votre groupe politique en cas de victoire à la primaire et en cas de défaite. Comment envisagez-vous la continuation de votre combat politique dans les deux cas en termes d'intégration des lignes politiques différentes ? Eh bien, en cas de victoire, ça va être assez simple de continuer à porter les choses. En cas de défaite, je continuerai à porter ce que je porte et tout ne se joue pas en un coup non plus. Et je pense que la mobilisation, la dynamique qu'il y a autour de ma candidature, de toute façon, se poursuivra au-delà de cette primaire. Et ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, si on regarde les sondages,
La seule chose qui soit écrite, la seule chose qui nous soit proposée, c'est un duel Macron-Le Pen. Et je crois que on en a marre de ces duels Macron-Le Pen qui sont écrits d'avance. Je crois qu'on en a marre de voter utile. Enfin, moi, en tous les cas, je veux plus voter utile. Je veux juste voter avec conviction de ce que je porte. Et c'est ça que je vous propose, c'est d'écrire différemment l'histoire de cette présidentielle et de faire en sorte qu'il se passe quelque chose en France, parce que là, tous les pays du monde nous regardent comme étant le pays qui pouvons basculer vers l'extrême droite et le fascisme. Et moi, je voudrais que justement le sursaut que je porte et qui nous amènera à l'Élysée, permette à tous les pays du monde de regarder ce qui se passe en France, en disant mais ce qui s'est passé est incroyable. Voilà, c'était inattendu, c'était la surprise, et en fait, la France a réagi. La France ne s'est pas laissée enfermer dans les discours d'extrême droite. Et c'est ça que je vous propose. Et voilà. Après, ça marche pas. C'est pas Alors, moi qui ai vous proposez ça, ok. Les gens disposent. Et admettons, vous êtes dimanche la candidate officielle des Verts. Il y en a d'autres à gauche. Si le danger. Il y a 2 tours, donc c'est pas forcément. Oui, enfin, je sais. Non, mais vous allez gagner, donc voilà. Voilà, c'est vous la candidate officielle, etc. C'est un bordel pas possible dans votre parti, mais on a l'habitude, c'est vendu avec. Très bien. Mais il y a d'autres candidats de gauche. Si le péril, c'est le fascisme. Si le péril, c'est l'extrême droite. Question d'Antoine. Y a-t-il des désistements entre candidats de gauche pour n'en avoir qu'un seul ? Vous aviez annoncé que vous seriez candidate à la primaire de gauche si vous sortiez gagnante ici de la primaire des écolos. C'est quand même la question. C'est-à-dire que vous avez dit, moi je veux plus voter utile, mais moi, j'ai envie ne plus voter utile, c'est arrêter de faire les cons quand même, non ? Je vais vous dire quelque chose. C'est que on a gagné les municipales sur des dynamiques citoyennes et on a perdu les régionales sur des accords de parti. Toutes les régions où on avait des accords de parti, on les a toutes perdues. Mais là, alors qu'on a gagné les municipales sur des dynamiques citoyennes. Et que c'est ça qu'il faut faire pour cette présidentielle. Il faut retrouver ces dynamiques citoyennes. Et oui, on réfléchira à des accords de parti, mais en février-mars, peut-être, mais qu'en fait, c'est pas ça qui fait gagner. Et je sais que c'est la facilité que de penser que si on additionne 3 logos, on gagnera. Mais regardez ce qui s'est passé au régional. Ça n'a pas permis de gagner. Et surtout, ça n'a permis aucune dynamique. Ça n'a permis aucune surprise. Parce qu'à partir du moment où vous faites l'addition des logos, ce que vous êtes obligé de faire, c'est de modérer votre discours. C'est d'intégrer des éléments de langage des autres. Et qu'en fait, vous perdez toute authenticité. Vous ne faites plus que de la tactique politique. Et c'est ce qu'on déteste. Voilà. Donc oui, je m'engage à discuter avec les autres partis de gauche, il n'y a aucun problème, et jusqu'à la fin. Et s'il y a une solution, on la trouvera. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, là, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est d'aller réveiller les gens, de leur dire, mais venez faire de la politique, venez en faire avec nous, et venez changer le cours de cette histoire. Vous expliquez que les politiques ne tiennent jamais les promesses qu'ils donnent, donc pourquoi... Alors vous avez expliqué, parce que moi j'explique comment je travaille, etc. Vous pensez que ce sera suffisant pour que les quartiers populaires viennent à la politique, que les déçus de la gauche y reviennent? Quelle garantie vous donnez, vous, de votre côté? Alors, il y a dans votre programme, je propose à chacun de s'y référer, il y a une ouverture de démocratie directe pour aller très vite, il y a le tirage au sort, il y a des choses comme ça que vous proposez, il y a une nouvelle république. Bon, mais... Qu'est-ce qui fait que je donne mon bulletin à vous? Il y a 2 choses. La première, c'est que déjà, moi, j'ai mené des combats, et j'ai mené des combats qui étaient difficiles. Je les ai menés parfois envers et contre tous, et je les ai menés jusqu'au bout. C'est-à-dire que oui, j'ai tenu, y compris quand c'était difficile personnellement. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est que aujourd'hui, on n'entend pas dans les personnes qui se présentent à la présidentielle, peut-être un peu chez Mélenchon, mais on n'entend pas de discours antiraciste. Mélenchon Jean-Pierre. Non, c'est une blague. Jean-Paul Mélenchon. Jean-Paul.
Pardon. C'est bien, ça va me rester. Ah bah ouais, bien sûr. Bah non, ils m'ont tous appelé Jean-Pierre, ça va être très bien. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Vous m'avez perturbé. Donc, du coup, Jean-Luc Mélenchon. Oui. On n'a pas de discours antiraciste. Or, il y a des gens qui vivent le racisme. On n'a pas de discours sur les violences, et pourtant il y a des gens qui subissent les violences. On n'a pas de discours sur la précarité au travail et sur le fait que les emplois les plus précaires sont les emplois qui abîment le corps et qui font qu'on est usé à 50 ans, qu'on a mal au dos, qu'on a des troubles de santé importants et qu'en plus on n'a pas de protection sociale. Ça, on l'entend pas. Eh bien moi, je le porte. Voilà, je porte ça. Et la chose que je puisse vous dire, c'est que je peux pas faire une campagne vraiment beaucoup sur ces thèmes-là, et après dire ah bah non, en fait, je vais servir le grand capital et les actionnaires, quoi. Enfin voilà, ça a pas de sens. Et donc je le ferai. Et de même que la radicalité écologique, je la porterai parce que par ailleurs j'ai 3 enfants et que j'ai pas du tout envie qu'ils vivent dans un monde qui soit dégradé, et que même si c'était purement perso, eh bien de toute façon je le ferai. Et que au-delà de mes enfants, c'est tous les citoyens et citoyennes qui sont concernés, et que là, on a quand même eu l'été le plus pourri de l'univers. On a eu l'été, il n'y avait pas une semaine sans une catastrophe majeure, une catastrophe d'ampleur, une catastrophe qu'on n'avait jamais connue avant. Et là, on fait comme si tout ça n'existait pas. Quel a été le sursaut politique là-dessus? Quelles ont été les mesures fortes qu'a annoncé Macron pour dire qu'on se sortait de ce piège écologique? Rien. Il y a eu le Gard hier, il n'y a pas eu une annonce, quoi. Maintenant, c'est bon, on arrête de faire des grands-messes et on prend les choses à bras-le-corps et on change. Oui, mais là... C'est parce qu'on s'organise qu'on changera. C'est parce qu'on change le pouvoir. J'entends et je partage votre colère, mais vous esquivez la question. L'abstention ou des choix, comment dirais-je, volontaires de sortir du jeu de la démocratie représentative, du fait qu'on va élire des gens pour s'occuper des affaires publiques, comment vous répondez à ça? Parce que c'est ça la question fondamentale. Mais parce que je veux que ces personnes-là entrent dans l'Assemblée nationale. J'ai déjà dit, vous m'avez accueilli en disant que c'était une émission punk. Et bien moi, j'ai déjà dit plusieurs fois dans des interviews que je voulais une Assemblée nationale punk. Sans déconner. Je ne savais même pas que vous disiez punk. Ah non, je ne savais pas, moi. Mais voilà, mais regardez les interviews, vous les avez pas toutes lues. Je parle toujours d'une Assemblée nationale punk. Parce que je veux qu'il y ait des punks qui rentrent dans cette Assemblée nationale. Et je veux que les lois soient faites là-dessus. Et par ailleurs, je veux réformer notre Constitution pour donner plus de poids aux citoyens, au Parlement et aux collectifs citoyens et citoyennes qui s'organisent partout. Attendez, voilà, punk, attendez, parce que là, ça devient sérieux. Là, c'est la fin de l'émission, mais ça devient sérieux. Sex Pistols ou Clash? Les Berus ou la Mano Negra? Les deux. Tout. Très bonne réponse, Madame Rousseau. Dernière question que je trouve superbe, mais elle va nous emmener loin. Mokazer, il y en a plein, je suis désolé, mais vous avez un train à prendre, etc. On évoquait la police et l'armée tout à l'heure. Dans les conditions du réchauffement climatique actuel, on risque d'être confronté à une augmentation des conflits armés. Comment Madame Rousseau voit-elle le rôle de l'armée et comment l'adapter à une raréfaction des ressources fossiles? Mais vous êtes... Ah ouais, on est épuisant ici. Non, allez. Bon, déjà, la défense... Oui, allez. Non, mais si vous voulez pas répondre parce que c'est trop large, mais je trouve que c'est une question très puissante. C'est une question importante. Mais je trouve qu'en 3 minutes, c'est chaud. Bon. Ah non, mais c'est vous qui avez 3 minutes. Moi, j'ai tout le temps qu'il faut. Ah oui, mais ça fait déjà 2 heures qu'on est ensemble. Ah ouais. Donc, déjà, dire que la défense se fait, pour moi, l'échelon pertinent pour une défense, c'est au niveau européen. C'est-à-dire que c'est mettre en commun les moyens des pays pour l'Union européenne. C'est faire en sorte que nous soyons aussi indépendants de l'OTAN et que nous puissions organiser notre propre solidarité européenne. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il nous faut ne plus dépendre des fossiles. C'est-à-dire que plus nos économies dépendent des énergies fossiles et plus on s'expose au risque de conflit. Et l'autre chose, c'est que plus on aura une écologie radicale et plus on prendra en main la question du réchauffement climatique,
moins on aura de déplacement de population, plus on pourra aider les pays à s'adapter au réchauffement climatique déjà en cours. Et ça, c'est un des trucs aussi sur lesquels on a baissé notre volonté. Souvenez-vous, notre ennemi, c'est la finance. Et on avait sur la table une proposition de taxe sur les transactions financières. Pour moi, cette taxe sur les transactions financières, elle n'a pas été au bout de sa logique. Et aujourd'hui, on a du trading de haute fréquence, on a de la spéculation de haute fréquence. Et finalement, si on mettait un impôt sur cette spéculation, déjà, on diminuerait la place de la finance, on ralentirait le rythme de spéculation, mais en plus, ça nous ferait une ressource pour aller aider des pays qui ont absolument besoin de cette aide pour s'adapter au réchauffement climatique et faire en sorte que leur population ne se déplace pas et que ça ne soit pas des sources de conflits. Et donc, c'est tout ça qu'on a perdu. Quand je vous dis que la droite et l'extrême droite ont gagné une forme de bataille idéologique, eh bien oui, elles ont gagné là-dessus. Il n'en est plus question, alors que pourtant, on doit le remettre à l'agenda politique. Et ben voilà. Merci Sandrine Rousseau. Par cette question, je voulais juste vous montrer que voilà, du chat peut surgir voilà des interrogations assez fondamentales. Dans le chat, certains vous reprochent quand même, enfin vous disent qu'il y a l'Union européenne et le punk, ça fait deux quoi. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais après rendre l'Assemblée punk, on va rendre hardcore, l'Europe hardcore, super.